je fais mon petit truc technique et voilà. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle la diffusion et diffusion en direct, nous sommes d'accord, compris, OK. Donc je m'appelle Jannick Dumais, je suis facilitatrice de possibilités et voilà, il y a un peu, bon, grosso modo 10 mois, j'ai mon fils aîné qui est mort, à la suite de quoi j'ai écrit un livre et parce que pour moi, tout d'un coup, il y a eu vraiment la gratitude, la joie aussi, l'amour qui sont venus au-delà, enfin, c'est même pas au-delà du deuil, c'est avec le deuil, il y a eu aussi tout ça et j'avais un peu l'impression d'être une extraterrestre. Heu, bon, voilà, les gens ont un petit peu du mal à suivre et puis, bah, du coup, je me suis mise à rencontrer d'autres gens et j'ai rencontré d'autres extraterrestres, voilà, des gens qui, malgré le deuil, arrivaient à aller au-delà et c'est comme ça que j'ai rencontré Adeline. Alors, ça fait pas très longtemps et je vais vous lire un petit passage avant qu'elle se présente, en fait, j'ai lu son témoignage, ça y est, j'arrive plus à le retrouver ici. Où elle parle, voilà, que son mari, son âme sœur, le père de ses enfants, heu, est mort dans un accident de voiture et que du coup, elle me dit: «Voilà, aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi et c'est pas tous les jours évident. J'admire le courage de mes enfants. Je suis fière d'être mes enfants et j'accompagne à la fin de vie, au deuil, un métier qui me nourrit, m'épanouit, aider les autres à traverser ces passages de vie tellement puissants, bouleversants, aider à cheminer sur le chemin du deuil. Un deuil commence, mais ne finit jamais. Un deuil n'est pas forcément triste ou douloureux. Et moi, voilà, quand j'ai lu ça, j'ai été super touchée. Du coup, j'ai contacté Adeline et bah, je vais te laisser te présenter. Bonjour, donc en effet, moi du coup, c'est Adeline Couvé-Caudron. Comme vient de le dire Jannick, je suis accompagnante à la naissance, à la fin de vie et au deuil. J'accompagne la vie en fait. Et en effet, par mon expérience du coup, d'avoir perdu mon mari il y a 4 ans et demi dans un grave accident de la route lorsqu'il rentrait du travail, j'ai été moi-même confrontée à un espace d'insécurité, à avoir besoin d'exprimer mes émotions, d'être soutenue, d'être juste écoutée, accueillie. Et ça, je me suis dit, mince, en France, on n'a pas ça. Il me manque ça. J'ai cherché. Et c'est là que j'ai dit, bon, ça a été mon moteur. J'ai dit, allez, il faut faire ce métier, aider les autres, d'être accompagnante, d'être au service des autres et de répondre à leurs besoins, à leurs demandes pour justement les soutenir dans ces moments, dans ces passages, dans ces moments de vie difficiles ou autres et les accompagner au mieux. D'accord. Et du coup, alors, l'autre fois, quand on a discuté, tu m'as expliqué d'où c'était venu parce que bah, déjà, tu avais quelque chose, enfin, tu avais des soucis personnels qui faisaient que de toute façon, devais te reconvertir professionnellement. Donc, et l'accident est arrivé à ce moment-là. Et en fait, surtout, tu m'as parlé de ce qui avait impacté ça. Au-delà du fait que, voilà, que ton mari soit mort, que c'était hyper brutal, c'était un accident, mais en fait, il y a eu ces 4 jours où il a été dans le coma. Est-ce que Tout à tu peux fait. nous reparler un peu de cette expérience-là et de comment tu l'as vécue, en fait? Oui, en effet, il n'est pas mort sur le coup, mon mari. Il a été transféré dans un hôpital militaire dans la région parisienne où il a été du coup 4 jours dans le coma. Ça a été un choc brutal pour lui, ça a été vraiment un choc au niveau du cerveau. Dès le premier instant où j'ai vu mon mari en fait sur ce lit d'hôpital, j'ai compris que la fin était proche. Le choc était extrêmement violent. Euh, Beaucoup d'hémorragie au niveau de la tête et ça demandait vraiment, voilà, enfin, même un miracle en fait, je sais même pas s'il aurait lui accepté de vivre une vie avec les séquelles qu'il aurait pu avoir. Mmh. Effectivement, il y a eu 4 jours de coma. C'est 4 jours où on attend dans ce service de réanimation dans la salle d'attente. La famille qui était présente, Morgane avait 2 sœurs et 2 frères. Les parents qui sont aussi présents. Je me suis retrouvée, moi, à soutenir du coup la famille de mon mari, alors que moi-même, j'avais besoin en fait d'être soutenue. Euh, c'est tout ça qui fait que ça me semble impossible aujourd'hui d'imaginer de laisser des gens comme ça, en fait, dans cette D'accord. peine et cette douleur. Tu peux me redire parce que là, tu dis que c'est toi qui as soutenu les autres. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, toi qui étais sa femme avec, voilà 3 jeunes enfants, comment ça se fait? Comment ça s'est
ça c'est enfin, comment ça se fait que c'est toi qui a joué ce rôle et Parce est-ce que que, ça s'est fait je pense naturellement? Est-ce que que ça s'est fait naturellement, parce que pour moi, la mort n'est absolument pas un tabou et oui, même si c'est très triste et même si, en effet, j'ai pleuré et j'ai hurlé de douleur, mon mari, sur ce lit de mort, je l'ai accompagné aussi et je lui ai dit: «Tu sais, je t'en voudrais pas si tu t'en vas. Tu peux t'en aller librement, c'est OK.» Mon mari, c'était un bon vivant et jamais il aurait accepté d'être dans un fauteuil roulant ou alité sur un lit toute sa vie. C'est impensable. Donc mmh effectivement, je lui ai donné cette autorisation. Euh, pour la famille de mon mari, la mort est relativement taboue. Donc c'est pas évident d'être confronté du coup à ça. C'est un fils, c'est un frère. Pour moi, c'était mon mari, le père de mes enfants. Mais je pense que ça vient vraiment du fait de la relation avec la mort qu'on peut avoir. Si c'est quelque chose qui paraît logique, c'est le cycle de la vie en fait. On naît et on vit et on meurt. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et donc, ben, la mort s'accompagne comme on accompagne une naissance. Et c'est vrai que ben, voilà, soutenir sa famille, c'était important aussi pour moi. et Mais ça t'est j'aurais aimé venu une pardon. accompagnante à ce moment-là, pardon. Oui, J'aurais toi, aimé tu aurais bien aimé avoir une accompagnante à ce moment-là voilà, pour toi? ouais, pour moi et puis pour la famille. Ça m'aurait été à moi de le faire en fait. J'avais déjà mes propres émotions à gérer. Attends, excuse-moi parce que le son est moins bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que je t'entends? Vas-y. Oui, est-ce que Oui, tu voilà, m'entends? c'est mieux, ouais. Ouais. Mais et du coup, quand tu dis ça, ça veut dire que pour toi déjà ta vision de la mort, elle était déjà, enfin voilà, il y avait comme tu dis, il y avait pas de tabou, elle était ouverte, ça vient de ton enfance, ça vient de comment tu vois les choses aussi? Oui, tout à fait. Ça vient de mon enfance où en effet j'ai été élevée avec des grands-mères qui allaient nettoyer les tombes de leurs parents, de leurs frères et sœurs. Et ça, je l'ai fait toute petite et c'est quelque chose qui a été toujours ancré en moi. On a parlé de la mort et on n'en a jamais fait un sujet tabou dans ma famille. Euh, J'ai été confrontée à la mort au moment de mon adolescence par des proches que j'ai pu perdre aussi. Mais voilà, on a toujours été dans l'accueil en fait des émotions. Effectivement, oui, quelqu'un meurt, ben il y a le manque physique, il y a la tristesse qui vient. Mais en fait, si on accueille cette tristesse avec vraiment toute bienveillance et sécurité, eh ben ça fait beaucoup de bien, ça soulage en fait. Ouais. Et c'est vraiment ces espaces-là que dans mon foyer j'ai pu trouver, étant jeune aussi, et que du coup, ben, aujourd'hui, j'offre aussi aux clients que j'accompagne en fait. Ouais, d'accord et du coup, est-ce que tu peux redire ce dont toi tu aurais eu besoin à ce moment-là, pendant ces 4 jours, en fait? Qu'est-ce qui t'a enfin voilà, qu'est-ce que tu n'as pas reçu, que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu offres maintenant? Mais tu étais comment à ce moment-là? C'est parce que c'est long 4 jours, quand on Ouais, attend, et quand en même temps on sait et même d'être là pour les autres, ben voilà, tu es quand même en première ligne et juste pour redire quand même le contexte, tu avais quel âge à ce moment-là et lui il avait quel âge? 25 ans et mon mari avait 31 ans. Voilà, donc c'est quand même, ce qu'on peut appeler une mort prématurée, jeunesse, qui est un bon âge pour mourir. Voilà, moi mon fils avait 28 ans, donc on se dit toujours: «C'est trop tôt», mais voilà, il y a pas d'âge pour avoir des accidents, il y a pas d'âge pour mourir. Donc juste pour que tu redises un petit peu, vraiment qu'est-ce qui a déclenché ça que à part on va dire peut-être cette prédisposition naturelle à accompagner, à avoir une liberté vis-à-vis de la mort, de vivre ce que tu as vécu et d'avoir été comme ça dans ces 4 jours, qu'est-ce qui n'a pas été là pour toi et qui aurait pu t'aider à ce moment-là, en fait? Ouais. Alors j'ai fait une demande à l'hôpital pour voir une psychologue notamment pour justement m'aider, m'éclaircir justement et m'accompagner. J'ai attendu 3 jours avant que la psychologue vienne et elle a pu me consacrer qu'une demi-heure de son temps. Et ça, c'est vraiment très compliqué d'imaginer ça. On se dit, mais enfin, ça paraît hallucinant, mais malheureusement, c'est la réalité du système aujourd'hui. Euh, J'aurais eu besoin d'une main tendue. J'aurais eu besoin d'épaules sur lesquelles je pouvais me reposer. J'aurais eu besoin d'espaces sécurisants. Je me suis retrouvée dans une salle, en effet, à côté de la salle d'attente, où à un moment, je me suis enfermée. J'ai hurlé de toutes mes forces et j'avais besoin d'hurler. C'était horrible, ça prenait le cœur, ça serrait le cœur. Et juste cet espace où j'aurais pu hurler, effectivement,
J'ai un beau-frère qui est venu et qui m'a dit: «Reste pas seule» et cetera et je lui ai répondu: j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de ce temps d'hurler» et avoir en fait une personne qui puisse te dire: «C'est OK, tu Ouais, peux hurler, tu peux pleurer, tu peux lâcher». Mais ça fait déjà un bien fou en fait quand on nous dit ça. On se dit: «Ah, enfin je peux». On se censure des fois, à ne pas dire des mots, j'ai notamment dit à mon beau-père, du coup, je lui ai dit: «Je sais qu'il va mourir», mais il ne pouvait pas l'entendre lui à ce moment-là et d'avoir une oreille qui puisse écouter ça, écouter me dire, écouter parler en fait de la mort de mon mari parce que mmh, pendant 4 jours, moi, je savais que mon mari allait mourir. Je l'ai ressenti au plus profond de moi. Et clairement, je me suis dit: «Mais juste pouvoir parler de ça, en fait». Moi, j'étais déjà dans ça, dans qu'est-ce que je peux faire pour évidemment l'aider à aller vers cette mort la plus douce possible, alors qu'il avait vécu un accident assez violent. Et c'est tout ça, c'est d'avoir vraiment cette main tendue, ce soutien, cette écoute bienveillante et non jugeante, euh, cette sécurité de se dire, OK, là, je peux lâcher, je peux pleurer toutes les larmes de mon corps si je veux. Si je veux me mettre par terre pour pleurer, pour hurler, ben, c'est OK. Et on va pas me regarder avec des gros yeux et quelqu'un, en fait, va être là pour me dire, non, non, mais vous inquiétez pas, hein, on gère, c'est OK, quoi. ouais. Et rien que ça, en fait, c'est hyper soulageant, quoi. Oui, de pouvoir exprimer et de pas faire, entre guillemets, mmh, voilà, bonne contenance, Ouais, voilà, de se dire: «Mais non, c'est pas grave» ou alors de dire: «Ah ma pauvre, c'est terrible» et non, c'est pas toi qui es en train de vivre le truc, c'est moi qui suis en train de le vivre. Donc juste tu m'écoutes quoi ou tu ouais, dis rien. J'aime bien quand tu parles de main tendue parce qu'effectivement c'est pas et l'écoute, c'est pas forcément des paroles ou alors c'est juste, si on peut appeler ça l'écoute active ou oui. des paroles qui vont juste pouvoir, vraiment, accueillir ce qu'on vit, sans aucun jugement et sans conseil non plus: «Ah mais tu devrais faire ci, tu devrais aller dehors, tu devrais te reposer, tu devrais faire ci». Non, j'ai juste envie d'hurler là ou là j'ai juste envie de parler ou j'ai juste parce qu'on peut être très irrationnel dans ces moments-là aussi. Mm, tout à fait. Mmh C'est mh. vraiment ces espaces sécurisants dont on a besoin. Et là, on est souvent mis en roue libre, en fait. Bah, vous attendez là dans la salle d'attente et vous pouvez rester toute la journée si vous voulez, la nuit. Bah non, en fait, on ne peut pas laisser des gens seuls comme ça, Ouais, c'est pas ouais. possible. Qu'est-ce qu'on fait dans une salle d'attente comme ça, attendre? On rumine, on se pose mille et une questions. On se dit, bon, je vais retourner au chevet de mon mari qui est dans cette pièce, bon, en effet, dans le coma. Donc, mais c'est épuisant en plus physiquement. On oublie même de manger, on oublie même de boire, on oublie même d'aller juste aux toilettes et d'avoir cette personne à côté qui peut justement être là, aller chercher un café, aller chercher un thé parce que nous, on a envie de rester dans cette salle d'attente au plus près de la personne qui est en train de mourir. Bah oui, et bah oui, il y a une personne qui peut y aller et qui peut aller chercher ce petit café et penser à prendre soin de toi alors que toi, tu n'es plus dans cet état où Tu es plus là. tu n'arrives plus à prendre soin de toi non plus. Et d'avoir ce coup de main, c'est vraiment précieux. Et oui, j'aurais aimé l'avoir. Et Ouais. aujourd'hui, voilà, c'est de le proposer aux personnes que j'accompagne, c'est une belle revanche et c'est un beau cadeau. Et alors du coup, comment parce que là tu dis ça, tu es là maintenant, mais comment il y a 4 ans, tu es arrivée là? Comment ça s'est fait? Est-ce que Ouais. tu nous peux un peu nous parler de la progression? C'est pas arrivé du jour au lendemain? Non, c'est pas arrivé du jour au lendemain. J'ai tout de suite vu qu'il allait me falloir beaucoup de temps. Il me fallait moi-même prendre soin de moi avant de Mmh mh. pouvoir envisager de prendre soin des autres. J'ai d'abord du coup fait une formation à l'Institut Doula de France pour devenir doula, donc accompagnante à la naissance. C'était un métier d'accompagnante et je savais que derrière, j'allais pouvoir continuer avec une autre formation pour pouvoir aller vraiment vers l'accompagnement de fin de vie et de deuil qui me tenait à cœur. Mais j'avais besoin aussi d'un peu de légèreté et d'un peu de douceur. Et c'est vrai que l'accompagnement à la naissance apporte ce côté un petit peu cocooning et un petit peu doux et, euh, et un monde merveilleux en fait de cet émerveillement à la naissance. Donc ça a été ma première étape. Donc ça, c'était en 2018. Mon mari, du coup, a eu son accident et est décédé en 2016. Donc je me suis quand même déjà laissé du temps. Oui, d'accord. Et en 2019, du coup, j'ai poursuivi ma formation pour faire la formation à Couleur Plume, pour être accompagnante Couleur Plume. Et donc, c'est l'accompagnement de fin de vie et de deuil.
Et là, voilà, j'étais pleinement dans ce sujet qui me tenait tellement à cœur. Et aujourd'hui, donc depuis 2020, je trouve mon équilibre à faire autant de l'accompagnement à la naissance, autant de l'accompagnement de fin de vie et de deuil. Mais c'est ça que j'ai trouvé formidable chez toi. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit: «Waouh, ça c'est merveilleux». Bon, en plus, moi, je suis assez touchée parce que j'ai eu, on va dire, 3 naissances, naturelles, dont une en maison de naissance, une à la maison. Donc je suis assez sensible, à ça. J'ai allaité longtemps et cetera et je me suis dit: «Mais c'est merveilleux». Aussi et quand tu m'en as parlé l'autre fois, tu m'as dit: «Ben, en fait, c'est des passages, en fait. Il y a le passage de la naissance, il y a le passage de la mort» et souvent on dit: «Ah, les gens: "Ah, la naissance! Ah, mais la mort, on ne veut pas en parler», alors qu'en fait, ben, c'est aussi ça fait aussi partie de la vie et que tu arrives à concilier les 2, je trouve ça merveilleux donc est-ce que tu peux reparler là-dessus, du fait que justement, c'est pas Ouais. du tout antinomique et pour toi, sont vraiment des passages? En fait, en tant qu'accompagnante, je vais proposer le même accompagnement. Pour une maman qui va être enceinte, elle va avoir besoin d'écoute, elle va avoir un bouleversement émotionnel, elle va avoir besoin de déposer des émotions, des fois d'histoires, de grossesse passée, d'accouchement passé, pour vivre une grossesse et un accouchement serein pour ce bébé-là. Et donc c'est un espace de sécurité, d'écoute, de bienveillance. Et en fait, en fin de vie et pour la mort, pour le deuil aussi, on va faire exactement pareil. Qu'est-ce qu'on va offrir? On va offrir un espace d'écoute. Les gens en fin de vie ont des fois besoin de raconter leur vie avant de partir, de déposer des choses, des regrets des fois qu'ils peuvent avoir, des émotions, de laisser une trace d'eux, donc d'écrire des choses. Alors on peut être aussi cette petite main, d'écrire pour eux. Et ben c'est quoi? C'est de l'écoute aussi, de la bienveillance. Ça va être de la douceur aussi, par des petits massages qu'on peut faire aussi sur les mains des personnes en fin de vie. Euh, Ça va être ça, ça va être de la sécurité. On va leur offrir un espace sécure. Ouais, Discuter, et tu parles beaucoup de ce tu emploies beaucoup ce mot sécurité. Qu'est-ce qu'il englobe pour toi? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? c'est vraiment on peut mettre la personne dans un espace de sécurité. Attends, parle plus près, on t'entend moins ou c'est Oui, moi? Oui, tu voilà, m'entends. vas-y. Oui, voilà, c'est C'est vraiment de créer un espace, une bulle de sécurité pour la personne. Ça veut dire que euh, c'est OK, elle peut dans cet espace libérer toute émotion. d'accord, Elle peut exprimer pleinement chacune de ses émotions, avoir une parole sans se censurer ou autre. Elle peut dire tout ce qu'elle a envie dans cette bulle. Et nous, on est là comme, entre guillemets, gardienne de cet espace pour que d'accord. rien ne vienne Interférer, l'empêcher, voilà, interférer, la censurer ou bloquer une émotion ou autre. On crée vraiment cette bulle. Donc, d'accord. cette image de bulle, je l'utilise souvent autant pour la naissance que pour la fin de vie, du coup. Cette bulle d'amour, en fait, sécurité, dans laquelle où, bah, on peut exprimer pleinement qui on est, ce qu'on a exprimé, dire les choses. Il y a des fois des choses terribles, des regrets énormes, des choses très lourdes et on a du mal à les sortir. Et dans cette bulle, en fait, sécuritaire où on peut être, c'est vraiment un moment où, OK, on peut lâcher et on peut dire toutes ces choses. D'accord, oui, c'est parce que moi, enfin, j'utiliserai pas le mot sécurité, mais voilà, en fait, le mot, d'être entouré, l'espace de non-jugement, Mmh. un espace, voilà, d'accueil, de bienveillance. Oui, Effectivement, tu l'appelles comme ça. c'est C'était juste ça. pour, revoir. C'est peut-être moi qui ai des points de vue un peu sur le mot sécurité, mais effectivement d'être en totale confiance, en fait. D'être C'est en ça. totale confiance et Oui. de savoir que, voilà, on est reçu, à tous les niveaux de émotionnels et cetera. Mmh. D'accord et du coup, je voulais revenir sur le fait que qu'est-ce qui a fait parce qu'après j'ai vu aussi que tu avais écrit que maintenant pour toi finalement, par rapport, à la mort de ton mari, qu'en fait tu disais que la cicatrice elle est devenue pleine de cœur ou d'amour, enfin voilà, qu'en fait c'est un cadeau. Oui. Voilà, voilà, parce que moi j'ai écrit dans mon livre, j'ai écrit voilà: «Ta mort est un cadeau». C'est vrai que les gens n'entendent pas toujours comme ça et qu'on peut dire qu'au départ le cadeau il a pas l'air très sympa, hein. Non. On se dit: «Mince, c'est quoi cet emballage là? Ça a pas Ouais. l'air très cool, j'en veux pas, j'ai pas envie de l'ouvrir». Mais toi tu as eu le courage de l'ouvrir et du Oui. coup ouais, vas-y, je veux bien que tu En t'exprimes fait, plus je là-dessus. pense qu'en effet, c'est intéressant ce que tu dis, le courage de l'ouvrir. Mmh, C'est, en effet, c'est ça. C'est soit on a la mort d'un proche, c'est une bombe qui nous explose à la figure. Assez violent, OK. C'est dur, OK. Mais, est-ce que cette bombe, on la met bien au fond de la marmite et on l'enfouit?
et on enferme et on dit non, je ne vais pas voir ce qui se passe. Soit on y va et puis on dit, on prend son courage à deux mains, j'ai envie de dire, et on va aller voir un petit peu tout ce que ça réveille comme émotion, tout ce que ça vient chambouler en nous, dans notre vie professionnelle, dans nos vies de famille, de dans vie tout ça. privée. Et c'est ce que j'ai du coup fait, en effet. J'ai été, donc par mes formations aussi d'accompagnante, hein, on nous demande justement d'aller fouiller un petit peu ce qu'on a en nous, dans notre histoire, etc. Je suis en train de surveiller si je vois des questions, oui. Oui, en fait, non, il y a Chantal qui nous dit bon matin du Québec. J'ai Ouais, l'impression que mon son n'est pas très bon. J'espère que tu m'entends comme il faut, que l'enregistrement sera correct. oui, moi je Ouais, donc t'entends. c'est vraiment d'aller fouiller. C'est d'aller Ouais. fouiller un petit peu au fond de soi et d'aller expérimenter tout ça. Alors effectivement, c'est bien de se faire aider pour faire tout ça, hein, parce que c'est pas toujours agréable et ça peut être violent. Moi, cette cicatrice, effectivement, cette cicatrice, c'était au niveau de mon cœur. C'est mon mari, mon âme sœur qui est parti. Ça saignait, hein, mon cœur saignait, littéralement. J'ai été penser cette blessure, en fait, comme j'irais penser à un bobo, une blessure que je viens de me faire. J'ai été voir cette blessure et j'y ai mis un petit peu de douceur, un petit peu de baume au cœur. Et en fait, c'est de l'été dernier, donc c'est quand même récent. J'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à ça. Euh, j'ai eu le droit à un bel espace sécurisant et justement expérimenter ce qu'on peut expérimenter avec un accompagnement. Et en fait, pour moi-même, du coup, je l'ai fait aussi. Et cette cicatrice s'est transformée en champ de fleurs. Aujourd'hui, je l'appelle mon champ de fleurs. Il y a des fleurs qui sont dessus. C'est une image, mais en fait, réellement, aujourd'hui, quand je peux mettre la main sur ma cicatrice, je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'elle est douce. Et effectivement, c'est une blessure profonde qui restera toujours ici. Ça, c'est une certitude. Comme un deuil, c'est un chemin qu'on fait sur le long terme. Mais aujourd'hui, c'est un beau cadeau, en fait. J'en ai fait cette force. Mes enfants aussi en font leur force. Effectivement, un cadeau ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. C'est pas ce que je dis. Mais c'est quelque chose qui est doux, en tout cas. Je sais que quand je ferme les yeux et comme je dis à mes enfants, fermez vos yeux, mettez la main sur votre cœur, écoutez. Et souvent, ils me disent, j'entends les battements de mon cœur. Et je leur dis, mais vous savez, chaque battement de votre cœur, c'est votre papa qui vous dit, je t'aime. Et en fait, toute cette douceur qu'on y apporte et qu'on y met, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Et on va se rendre compte petit à petit en allant visiter tout ça que, en fait, oui, ça fait mal, oui, c'est douloureux, oui, il y a des jours difficiles, mais en fait, on n'est jamais seul. Il reste là, il reste dans notre cœur, les souvenirs restent là. Et en fait, on fait de cette force notre moteur pour avancer. Aujourd'hui, chaque matin, je me réveille et je me dis, ah, moi, j'ai la chance de voir mes enfants grandir. Mon mari les voit grandir, mais d'une autre façon. Et en fait, je vis aussi pour ça. Mon mari serait fier, et je suis certaine qu'il est fier de moi, de me voir comme ça, continuer à faire évoluer nos enfants, à les faire grandir, à leur apprendre, à leur expliquer toutes ces choses de la vie. Et c'est ça le plus beau cadeau, en fait. C'est Oui, un propulseur énorme, en fait. j'allais te poser ça comme question. Ah, j'ai de l'écho, pardon. En fait, quel était ton, enfin, pas ton moteur, ce que tu viens de le dire, mais plus comment est-ce que tu entretenais ça aussi? Qu'est-ce qui, au quotidien, voilà, en fait, c'est peut-être ces gestes que tu fais aux enfants, de mettre la main sur le cœur, de les nourrir dans le quotidien. Hem, Parce que parfois, c'est vrai que si des gens lisent ce qu'on écrit, ah ben voilà, tu as moré un cadeau, machin, se dit: «Ah là là, c'est des extraterrestres», enfin un peu ce que je de temps en temps, et Ouais, ou quelqu'un qui me dit: «Oh, tu as presque l'air inhumaine tellement tu as de gratitude», et en même temps, mais c'est quelque chose qui s'entretient et qui veut pas dire, j'aime bien quand tu as parlé que du coup la cicatrice c'était des fleurs parce que moi j'ai dit ça autrement, j'ai dit, enfin, en fait, c'est plus récent et j'ai demandé à mon fils, j'ai dit: Faire que qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux choisir pour que c'est faire de cette mort un terreau fertile, en fait?» Donc ouais, toi, voilà, les fleurs sont sorties, c'est chacun, et c'est, et je dirais c'est pour la mort, mais c'est pour plein d'autres événements de la vie de toute façon, tout en à fait. général, c'est aussi ça. Donc effectivement, peut-être finir là-dessus de redire, que c'est quelque chose qui s'entretient, qui se Oui, cultive, en c'est fait, quelque qui se chose qui cultive. s'entretient, oui, qui se cultive. C'est vraiment d'aller
d'aller nourrir en fait son propre cœur, son propre. Moi, c'est mon cœur qui souffre, mais certaines, ça peut être au niveau du ventre ou autre, peu importe. Mais en fait, nourrir la partie qui nous fait souffrir, nourrir cette blessure. Nourrir, comment on peut nourrir? Eh ben, en parlant, en fait. Avec mes enfants, on en parle quotidiennement. Et ça vient nourrir, en fait. Parce qu'à la fois, on va pleurer, mais comme on dit, les larmes aussi, c'est un énorme cadeau. C'est un nettoyage, c'est une purification, on libère. Et en fait, effectivement, même quand on en parle, des fois, bah oui, il y a des larmes qui viennent, mais elles sont OK, ces larmes, et elles viennent arroser ce jardin de fleurs. Donc, en fait, c'est un cercle qui s'installe. Et effectivement, mon fils se répète souvent, l'amour est plus fort que tout. Et chez nous, c'est devenu notre dicton, l'amour est plus fort que tout. Et l'amour est plus fort que la mort. Même si mon mari est décédé, en effet, mon mari, je l'aime et je l'aimerai toujours. Et mes enfants aiment leur père et ils l'aimeront toujours. Donc, et ça, c'est en fait, c'est ça qui est extrêmement moteur et qui est beau. Oui, c'est Oui. beau. Et c'est ça qui nous propulse et qui nous permet aussi d'avancer et d'évoluer. Oui, puis j'imagine aussi que du coup, d'accompagner des personnes, ça te permet aussi d'évoluer. Donc Eh oui. peut-être, alors par rapport à ça, les gens, ils peuvent te trouver où? Je mettrai en commentaire, c'était déjà en commentaire de l'événement, comment les gens peuvent te joindre et peut-être Oui. dire où est-ce que tu exerces, Alors moi, du dans coup, oui, hein, effectivement, donc je suis dans les Yvelines, dans le 78. Donc voilà, j'exerce principalement autour de chez moi, mais je fais aussi des visios à distance éventuellement si besoin. On peut me retrouver sur Facebook à Adeline Couvet-Caudron ou sur mon site internet, donc que tu as noté aussi dans voilà, le. je Voilà. C'est www.accompagnante78.com. Donc voilà. Et puis sur n'hésitez le pas à site, me ouais. contacter voilà, par Messenger aussi, avec grand plaisir pour répondre. Ouais, bah, en tout cas, merci beaucoup parce que c'est un beau parcours de vie. C'est en plus, je veux dire, c'est juste le début parce que c'est vraiment merveilleux d'avoir choisi ça et d'avoir, heu, oui, on peut appeler ça rebondir, mais en fait, c'est même pas rebondir, c'est juste avancer parce que bon, sur le coup, il y a eu quand même, comme tu le dis, un peu d'anéantissement, on va dire et en même temps, au fond de l'anéantissement, il y avait toutes ces graines que tu fais germer et ça, c'est merveilleux, quoi. Mm. Merci beaucoup, Jannick. Ben, merci et puis, ben, au plaisir de se retrouver à d'autres occasions. Alors attention parce que je dois arrêter le live sur Facebook et après je vais arrêter l'enregistrement. Donc on est peut-être encore un peu en direct.